RCN. Le son de la différence. Mais je suis paumée, tu comprends? Je vais tout faire pour toi. Tout sauf vivre. Personne. Là. Ne faites pas de photos. Ne faites pas de photos, s'il vous plaît. Hein? Bonsoir et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma de RCN 90.7 et comme vous avez pu l'entendre au tout début, donc avec des extraits de la bande-annonce de L'importance et d'aimer, le film de Andrzej Zulewski. Car oui, on va donc parler cette fois-ci donc de Romy Schneider. Pourquoi Romy Schneider? Eh ben tout simplement parce que c'est bientôt un anniversaire, on va dire, assez tragique dans l'histoire du cinéma français, mais surtout aussi c'est pour commémorer sa carrière et surtout parce qu'il y a également aussi donc l'exposition à la Cinémathèque qui est fait pour. Et avec moi j'ai Antoine. Comment tu vas, Antoine? Ça va très bien. Très bien, très bien. Chaud pour parler de Romy Schneider. Ah bah oui, étant donné que j'ai été justement à l'exposition de la Cinémathèque, on va pouvoir en parler un petit peu en profondeur, ça va être très agréable. Parfaitement. Et on a également Charlotte avec nous. Comment tu vas, Charlotte? Ben, ça va bien aussi. Et puis ravi de parler de Romy, dont on parle beaucoup en ce moment. Oui, c'est vrai. À raison. Mais juste avant vraiment de commencer l'émission, on va parler un petit peu de ce que tu as vu à Reims-Polar. Parce que du coup, tu as fait le festival Reims-Polar, donc, qui se déroulait donc du mercredi 5 au dimanche 10. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, du mardi 5. Mardi 5, pardon. Désolé. Non, pas de souci. Oui, il vient de se terminer hier. Je reviendrai pas en détail sur tous les films parce qu'il y avait deux compétitions quand même, une compétition classique et une compétition 109. Je pense qu'elle était plus consacrée aux nouveaux auteurs réalisateurs, on va dire. Pour résumer, du coup le Reims Polar avait eu son édition en ligne l'année dernière. Pour cause de ce que vous savez. Et cette année, c'était la première édition en physique. Donc du coup, voilà, j'y allais aussi par curiosité voir comment ça allait se passer. C'est assez calqué, on va dire, sur Gérard May. Oui. Pour revenir sur la petite situation, en fait, avant que ce festival Polar soit à Reims, c'était le festival de Beaune. Et en de fait, Colmar, et il a été donc déplacé à Reims depuis l'année dernière. Mais comme, bien évidemment, avec cette situation de Covid, il ne pouvait pas la faire en physique. Cette fois-ci, c'était la toute première fois. Donc. Ouais, c'est ça, tout à fait. Oui, t'as bien fait de revenir effectivement sur le passif de ce festival consacré aux films policiers Polar. Du coup, là, cette année, alors c'est un nom qui est quand même assez large. Après, c'est vrai que voilà, dans tous les films que j'ai vus, il y a des enquêtes et les marqueurs, voilà. Il y a dans tous les cas une enquête. Après, c'est très large. Enfin, pas toujours une enquête, mais voilà. Souvent des policiers, voilà, et des méchants. Mais c'est jamais aussi simple. Et puis je me doutais que ça allait pas être aussi simple, voilà, que ça. Quoi dire, oui. Donc du coup, une organisation assez classique. Donc un lieu, un cinéma à Reims, en centre-ville, un jury, plusieurs jurys. Le jury officiel présidé par Nils Arestrup. Il y a eu des masterclass, des hommages à Walter Hill, notamment à Martin Campbell. Donc ils ont eu du monde et du monde d'un peu partout. Comme les films, c'était assez plaisant de voir des films du Guatemala, d'Ukraine, de Russie. Et oui, les deux étaient là. Du Canada. Enfin voilà, un peu un melting pot de partout. Donc ça, c'est assez cool. Et puis c'est ce qu'on recherche aussi en festival, quoi. Des nouvelles choses, voilà. Pour ce que je veux en dire au sujet des films, alors le palmarès, je ne l'ai pas trop aimé, donc je ne sais pas comment vous dire. En vrai, voilà, ça c'était pour l'organisation. Et au sujet des films, alors on va dire, pour résumer ma petite synthèse perso, c'est qu'il y a plein de belles promesses pour les autres éditions, peut-être. Comme le festival de Gérard May, où on a été ensemble cette année. Il y a pas mal de faiblesses, de maladresses, pas de choses complètes, on va dire, au point de vue des films, des films qui rendent curieux, des belles idées et tout ça, mais jamais
peut-être pas assez, je sais pas, de perfection, j'allais dire, mais voilà, des choses, des auteurs à suivre, des belles idées, des beaux personnages. Voilà, moi, j'ai pas eu de coup de cœur pour un film, pas de transcendance, pas de nouveautés, pas de choses inédites. Après, voilà, il y a quand même toujours des choses à voir, des belles idées. Le palmarès, il a consacré un film du Kazakhstan, à l'humour assez particulier. Alors, voilà, on va dire une équipe pédagogique qui veut contrer d'une école primaire qui va faire justice elle-même, on va dire, par rapport vis-à-vis de terroristes qui viennent d'attaquer l'école. Ça s'appelle Assaut. Voilà. Donc il y a un peu de ouais, non, mais de toute façon c'est dans tous les cas c'est intéressant de voir ces films-là, des films qui sortiront peut-être pas en salle. Moi j'ai vu un film ukrainien très bien qui s'appelle Rhino. Une fresque, on va dire, sur un mec, un truand, quoi, nourri de violence dès l'enfance un peu, mais aussi victime de violence. Enfin, et je crois que c'est reflété à un pays, parce que le réalisateur du coup de ce film, Rhino, qui s'engage là, qui est sur le front en ce moment. On a eu un visio juste avant le film qui était assez dur, quoi, parce que du coup le mec n'a plus sa casquette de réalisateur, il s'est engagé, donc on sent ça. Et puis il a dit que son film était aussi parlé d'une page violente de l'histoire de son pays qui était a priori tournée. Bah là, quand on pense à ce qui se passe, voilà, ça résonne, même si ça parle pas forcément de ce même sujet. Donc non, Rhino, assez chouette, assez classique, mais une fresque sur plusieurs années comme ça, voilà, sur la violence un peu. Ils en avaient parlé de Rhino, je me souviens, mais je pensais qu'il était déjà passé le film, mais en fait il est pas encore sorti. Eh ben écoute, je pense pas, mais effectivement il a fait un autre festival, je crois que c'est Venise. Donc où il a eu des prix, je l'ai vu après avoir vu effectivement à raison. Voilà, pour dire rapidement, il y a le nouveau film des frères D'Innocenzo, réalisateurs italiens, ils en sont à leur 3e film. Moi j'avais vu les 2 premiers à Villerue. J'aime beaucoup ces 2 frangins parce que pareil, c'est pas des films fun, mais qui questionnent l'âme humaine, on va dire, les remous. Je pense que Reims Polar, ça va être rarement fun. Alors, c'est clair, c'est clair. J'entendais un spectateur avant qui dit, bon, là, une belle histoire d'amour, un truc comme ça. Il y en a pas eu, hein. Il y en a pas eu. Il pourrait. Si, il y a un prémisse d'une histoire d'amour dans le film chinois qui s'appelle Les Feux dans la plaine. Mais bon. Voilà, je vous dis pas comment ça servait. Il a pas eu un petit polar coréen qui a retourné le festival? Alors tu l'as pas vu? Ouais, je ne l'ai pas vu. Midnight Silence. Ouais, qui apparemment a l'air prometteur. Alors je ne sais pas plus, j'ai pas voulu rechercher un peu trop, mais je sais qu'il sortira en salle en France. Ouais, donc on en reparlera. Oui, c'est ça. Quoi qu'il en soit. C'est ça. Voilà, j'ai pas tout vu. Enfin, la plupart de la compète quand même. Après, non, qu'à retourner le festival, tu vois, je crois pas. Même de ce que j'entendais, les gens étaient pas forcément d'accord. Donc le jury, a récompensé Assaut 3 fois, notamment le prix de la presse. The Execution, un film russe bien maîtrisé, un bon film d'enquête, a eu 2 prix, il me semble. Mais voilà, moi, il m'a pas retourné dans le sens, il est bien, il se suit bien, il dure 2h17 en plus. Donc voilà, à samedi matin, ça c'est dur. Mais du coup, voilà, je trouve ça manque un peu d'inédit, mais enfin voilà, il y a eu des choses assez chouettes à voir peut-être en salle, voilà. Donc j'ai parlé du film italien, lequel je pourrais vous dire de Sentinelle Sud, un film français qui sort là bientôt, avec Nils Schneider, un peu l'énergie d'un Bac Nord, même s'il y a un peu plus de faiblesse, mais il est quand même chouette. Si j'ai vu The Doctor, qui est espagnol. D'accord. Qu'on aurait pu avoir à Gérard Armé, même si c'est pas un film de genre, voilà, de l'énergie. Gérard Armé, des fois, il peut y avoir aussi juste simplement des thrillers ou des horreurs très très réalistes, quoi. Tout à fait. Voilà, merci Charlotte. Du coup, The Execution, un film de 2h17, ça fait 15 minutes de plus que Sonic 2, je le précise. Il fallait le dire quand même. Il y a un film de plus, non? Je sais pas, j'en parlerai pas plus. Alors, donc on reviendra donc tout de suite sur Romy Schneider, car oui, c'est le sujet de notre émission, et c'est vrai que Romy Schneider, c'était quand même un personnage très très important, je trouve, dans le milieu du cinéma français, surtout on va dire dès le début des années 70, où sa carrière était devenue finalement au firmament de ce qu'elle a connu. Mais c'est vrai que Romy Schneider, donc de son vrai nom Rosemary Magdalena Albach, donc dite Romy Schneider, qui est née donc le 23 septembre 1938 à Vienne, donc à l'époque du Reich allemand, et donc c'est une actrice qui a finalement
un background très spécifique parce qu'en fait, toute sa famille a été orientée artistiquement, que ce soit dans le milieu du cinéma comme sa mère, ou encore même dans sa famille, notamment on va dire grands-parents paternels étaient très orientés sur le théâtre. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant de voir comment en fait sa carrière était finalement, on va dire même d'une certaine manière déjà préparée en fait. Et d'ailleurs ça s'est vu en fait dès le début de sa carrière, donc dès la sortie de son école au couvent, sa mère donc Magda Schneider va carrément la sortir de l'école et faire maintenant tu vas sur les plateaux et tu vas jouer. Sans avoir pris de cours ni rien, hein. Elle a commencé directement comme ça. Non, mais elle a toujours adoré jouer de toute façon depuis qu'elle était petite. Elle a vécu dans les studios de cinéma parce qu'en fait sa mère donc a joué au cinéma pendant très longtemps, même durant la période de la Seconde Guerre mondiale. Elle a toujours connu ça. Voilà. Mais après c'est pas forcément comme une espèce de Britney Spears, une bête de concours où on fait toutes les auditions pour absolument être. Non, elle c'était quelque chose de quasiment naturel de par le travail de sa mère. C'était quelque chose de viscéral quoi. Et de viscéral aussi que ça lui a pris depuis qu'elle était toute petite. Donc pour elle le cinéma c'est naturel quoi. Oui, à 15 ans c'était une actrice et faite. C'est vrai que sa mère donc l'a bien caractérisée donc au début de sa carrière à faire notamment pas mal de films, notamment ce qu'on appelle les Heimatfilme, donc les films de terreur germaniques, notamment donc Les Lilas Blancs, film qui l'a permis à Romy Schneider plus tard d'avoir le rôle qui va donc bouleverser sa carrière, à savoir Sissi en 1955. Et c'est vrai qu'en fait sa mère, on va dire qu'elle elle l'a fonctionnalisé dans sa carrière en fait. Elle va choisir vraiment de façon très très dure en fait tous les rôles. Et c'est vrai que forcément il va y avoir ce fameux point de rupture qui va arriver donc juste après le 3e Sissi. Et c'est là où en fait donc Romy Schneider, qui était en train de tourner notamment Christine, va avoir une autre rencontre importante dans sa carrière, donc celle d'Alain Delon, où ils vont donc se mettre ensemble. Et en fait Romy Schneider donc va partir de son Allemagne, de sa famille, pour finalement décoller sa carrière, non plus finalement uniquement dans langue germanique, mais également dans toute l'Europe avec le français et l'italien qu'elle a appris grâce à Alain Delon. Ouais, elle dit non quand même à Sissi, au 3e je crois, et à un contrat juteux quand même. Et très très juteux. On est d'accord, elle est encore jeune et elle se dit non, c'est bon, arrêtons les conneries en gros. Et on part, et c'est vrai que Christine, elle est encore très rodée, oui, et très rodée par sa mère qui est derrière, machin, vas-y, choisis entre ces deux acteurs. Et bien entre plusieurs de ces acteurs, il y a Delon dans le tas. Elle choisit quand même sur photo Delon. Et quand tu voyais les photos de Delon à l'époque, j'aurais choisi Delon aussi. Bon, il y a rien à dire. Ken et Barbie dans Christine, c'est vraiment ça. Mais après l'histoire de Christine, c'est déjà aussi quelque chose de très très mielleux. On est encore dans un style très très rapproché de Sissi en fait. Même si c'est une histoire un petit peu plus tragique, qui est d'ailleurs Christine est d'ailleurs le film de Pierre Gaspard Huit, en fait un remake de Max Ophuls, dont la mère de Romy, Magda, jouait finalement le rôle de Romy de l'époque. Ouais, non, mais la figure maternelle très forte. Mais oui, juste pour revenir sur Sissi et Christine, enfin c'est la journaliste Alice Schwarzer qui en parle dans le docu qu'on reparlera sur Arte, Conversation avec Romy Schneider. Vous pouvez le regarder, il est en ligne. Et en fait, elle dit que Sissi, c'est un peu, je sais pas comment résumer ça, mais elle dit que c'est un peu une continuation du nazisme qui était à cette époque-là. Pourquoi? Pour ce truc un peu lisse, un peu d'apparat, un peu tout est parfait, de ce truc de quand on veut contrôler un pays, quoi. Il y a de ça, et que Romy découle de ça, en fait, qu'elle a commencé par un truc comme ça, très mièvre, très je suis une princesse, bonjour. Enfin, j'ai pas vu les Sissi, mais enfin cette figure un peu lisse, sans rien, sans faille. Et Christine, c'est encore un peu ça, t'as raison. On découle de ça, mais ça montre le début de la mue de Romy, parce que le film quand même se termine tragiquement, même si c'est Barbie et Ken un peu, et que c'est très très mièvre. Elle commence à briser un peu ça, mais ouais, je trouve que ce truc dont parle la journaliste, ça sur le nazisme, ça, je dis pas que c'est un film nazi,
Mais c'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, elle en parle dans le sens, c'est peut-être dans l'esprit, comme ça. Je sais pas, Antoine, si tu veux, on peut en parler mieux que moi. Alors, mais il y a cette idée, quoi, dans ces films et notamment dans Sissi, c'est aussi cette façon en fait d'oublier le monde réel, et en fait de refaçonner des personnages historiques de la glorieuse Allemagne et de la glorieuse Autriche. D'oublier des choses, voilà, de lisser des fois. Elle voulait plus, en tout cas, au bout du troisième. C'est bon. Non, mais clairement, elle avait parfaitement compris que les films qu'elle faisait comme Sissi ou autre, c'était quelque chose de beaucoup trop policé. Ouais, et Romy Schneider, dès l'âge de 20 piges, elle était riche, elle était acclamée absolument partout, et elle a dit, moi, ce que je veux maintenant, je veux pas ça. Je veux faire des films d'auteurs. Je veux bosser avec des auteurs. J'en ai ras-le-bol de faire ces trucs contrôlés, mièvres, sans... Enfin, elle voulait s'investir, parce que je pense qu'elle voulait tellement s'investir dans ses rôles qu'elle ne pouvait pas rester dans des films comme ça, qui lui demandaient d'être juste un peu lisse, de faire un travail minimal et d'aller courir les dîners et les balles le soir. Elle, ce qu'elle voulait, c'était se mettre en danger dans ses rôles. Elle a su très vite qu'elle ne pouvait le faire qu'avec des grands auteurs. Et c'est pour ça qu'à partir du début des années 60, elle s'est dit, maintenant, je quitte l'Allemagne, je vais aller visiter le monde, je vais aller essayer de jouer avec les plus grands réalisateurs. Parce que finalement, en fait, elle va arriver en France, donc parce qu'elle va vouloir vivre avec Delon à Paris. Le problème, c'est que Delon, lui, tourne tout le temps, donc il reste jamais à Paris, en fait. Oui, elle parle pas encore très bien français, donc elle a du mal elle a encore du mal à connaître de faire des films. En 61, elle va quand même faire le premier film d'Alain Cavalier, ou l'un des premiers films d'Alain Cavalier, je crois. Il était encore tout jeune, en Combat dans l'île. Et en fait, donc c'est surtout avec sa rencontre avec Luchino Visconti qui va commencer aussi à montrer son potentiel d'actrice aussi au niveau européen, notamment donc même sur on va dire sur la scène de théâtre. Elle va vouloir en faire également en Allemagne, à Baden-Baden, et finalement les producteurs américains à ce moment-là ont été séduits, décident de lui faire un contrat, notamment à la Columbia. Elle va commencer à jouer avec les plus grands, notamment Otto Preminger dans Le Cardinal. Mais elle va faire 3 films aux États-Unis. Un petit peu plus, je crois. Notamment donc le procès aussi d'Orson Welles. Ah oui. Et en fait, c'est donc son deuxième film pour la Columbia, Prête-moi ta main, Prête-moi ton baril, pardon, où elle c'est autre chose. C'est autre chose. Oui, je sais pas pourquoi j'ai eu un bug. Où en fait, elle découvre des techniques qui vont lui poser problème, notamment les techniques de l'acteur studio. Donc c'était une chose qu'elle ne connaissait absolument pas, surtout qu'en plus elle vient d'une famille de théâtre, elle vient surtout d'une école, on va dire très à l'ancienne, allemande, germanique, et surtout que le système hollywoodien, c'est pas la même chose qu'à la maison. Ah non, rien à voir. Mais du coup, elle a pas été déçue, mais elle a quand même senti qu'elle était sur la touche, qu'elle se mettait elle-même sur la touche aux États-Unis. Alors il y a eu le procès qui a été tourné en France, où d'ailleurs elle passait tous les jours de tournage, même quand elle n'était pas devant la caméra, elle les passait sur les plateaux pour discuter avec Orson Welles, pour essayer d'apprendre, pour regarder, pour comprendre vraiment comment un film se faisait. Et elle s'est formée sur le tas, mais on sent tout de suite déjà une envie extrêmement puissante de s'investir à fond dans ces films. Oui, exactement. Et c'est vrai que sa carrière n'a pas vraiment eu le succès escompté, donc que ce soit outre-Atlantique et même à ses débuts en France. Et finalement, en fait, le vrai regain est donc apparu en 1968 avec le tournage de La Piscine de Jacques Deray, sorti en 69, qui est un carton total et qui va relancer la carrière de Romy Schneider sur le plan français déjà, et surtout après au niveau européen, on va plus la reconnaître notamment comme le vrai visage de l'actrice française, alors qu'en fait elle est d'origine germanique, avec notamment donc les films de Claude Sautet, dont on a déjà parlé ici dans cette émission. Ouais, il y a eu le petit passage à vide effectivement dans les années 60, même s'il y a eu déjà le tournage de L'Enfer de Henri-Georges Clouzot. Le tournage, fermé, annulé. Alors, mais toujours, ce que racontaient les producteurs, c'est que c'est un film fou. Mais le problème, c'est que Clouzot était intenable. Il faut le savoir aussi, c'est que donc Serge Reggiani s'est barré, remplacé pendant un jour par Yves Montand, je crois. Non, par Jean-Louis Trintignant pendant un jour, qui s'est barré tout de suite. Il y a eu donc Clouzot qui a fait son infarctus, et finalement en fait Romy Schneider était soulagé que le tournage se termine quand même. Après, c'était la seule à dire tu veux faire toutes tes expérimentations, je te suis. Tous les autres disaient j'en ai ras-le-bol, c'est du grand n'importe quoi, et elle était quasiment la seule à vouloir le suivre. Et après, en 1968, elle avait choisi Alain Delon pour faire décoller sa carrière, et en 68, Alain Delon dit moi je vais aider Romy Schneider. C'est un peu du donnant-donnant. Il y a eu un peu ce coup de pouce en fait de l'un et l'autre, et en fait forcément La Piscine a relancé toute la carrière de Romy Schneider, qui a pu avoir une carrière absolument démentielle
démentielle dans les années 70. En tout cas, surtout. Ouais. En France, Et surtout. puis on disait, on oublierait presque qu'elle est allemande. Non, mais je veux dire, Elle a toujours dit, moi, je veux devenir française. Tout à fait. Ça vient d'une blessure avec l'Allemagne. Ouais. Tu parlais elle est partie avec Delon, avec un Français, et la presse allemande lui a jamais pardonné. Ça, Ouais. c'est un truc qui a moins peut-être maintenant, mais ils étaient horribles avec elle. Ça, c'est quand même très connu. Et oui, donc elle parle avec un Français, elle apprend bien sûr la langue. Première actrice qui a eu un César de la meilleure actrice, c'est Romy. Ouais. Donc pour l'importance c'est d'aimer. Et oui, du coup, gros passage à vide. Mais je pense qu'ils se sont aidés mutuellement, Delon et Romy, un peu tout le temps. Et la piscine, je trouve, c'est un peu une éclosion pour elle. On la voit. Le départ elle a grandi avec Sissi et tout ça, et la piscine, elle se dévoile. Bon, ça Ouais, elle ils a sont déjà tout le temps 30 maillot de piges. bain dans le. Hein? T'as dit quoi? Elle a plus de 30 piges, elle dit, Ouais. maintenant, je prends ma vie complètement en main. Mais c'est ça, elle se dévoile. Ouais. Bon, en plus, c'est un film et de pas seulement- chaleur d'été, mais. Et c'est pas seulement aussi sur les choix de carrière, mais c'est aussi une actrice en fait assez engagée et forcément qui va devenir iconique dans ses engagements. Elle a notamment signé donc le droit à la tribune, le droit à l'avortement dans une tribune en 61, mais aussi par des rôles féminins donc forts, notamment dans L'importance et d'aimer, qui lui a valu donc son premier César, mais aussi des rôles qui se déroulent en fait sur la Seconde Guerre mondiale. Et là, forcément, ça fait aussi le rapprochement par rapport aux antécédents de sa famille et aux antécédents de son pays, donc notamment avec Le vieux fusil, Le train ou encore Une femme à la fenêtre, qui sont des films où aussi c'est où l'on parle vraiment de Seconde Guerre mondiale, de meurtre, de viol, de portement, enfin. Elle a pas joué dans beaucoup de comédies, Romy Non. Schneider, ça Pardon. faut quand même le dire. Oui, Ouais, non. oui. Oui, non, je voulais, oui, juste, enfin, les journalistes puis celles qui la connaissent disent souvent qu'elle a accepté ce genre de rôle aussi. La patiente du sans souci, c'est elle qui a donné l'impulsion pour que ça se fasse. Mais du coup, c'est des choses comme pas se faire venger quelqu'un, mais en tout cas, voilà, elle se, comme sa mère, avec flirter. Avec Hitler, ça c'est aussi assez connu, flirter, bon, c'est pas jusqu'à quel point, mais en tout cas, voilà, la maison était en vis-à-vis de celle d'Hitler, et ça, c'est des choses qu'elle a encaissé très jeune, je crois. Elle voyait ça, elle a compris ça très jeune. Et plus tard, dans ses rôles, elle s'est fait un peu la garante de ça. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais elle a encore encaissé, je crois, par son corps d'actrice, des trucs qui se sont passés entre ces deux pays, quoi, je crois. Hein. Ouais, exactement. Pour le coup, on va faire une petite pause BO, donc issue du film Les choses de la vie, la chanson d'Hélène, donc chantée par Romy Schneider et composée par Philippe Sard. Et voilà, donc c'était un morceau issu du film Les choses de la vie de Claude Sautet. Alors, donc. Chanson qui n'est pas dans le film. Oui. Qui est sautée au générique, Antoine. Si, je sais plus. Je crois même pas qu'on Non, l'entende je au crois générique. pas parce que Sauté voulait pas de chanson chantée. Ah, c'est ça, je crois. Ouais, donc, ouais. ça a été fait à côté? Oui, Je et sais elle a plus. eu un non, succès. C'était pas en générique de fin? Eh bien, à vérifier, mais je crois Ça pas. me dit rien, les avis. en tant que Et en générique de vrai, les fin. gens, il est sorti parce que les gens aimaient bien Romy Piccoli, mais il a eu un petit succès sur CD, voilà. Boulette, donc. Oui, non, mais du coup, mais non, pas Boulette. Boulette, c'est vrai qu'il est Non, mais rattaché au film. c'est rattaché au film, oui. C'est Mais, bien la voix de Romy, hein, on confirme. Oui, 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 Ah c'est- oui, sublime chanson. Mais J'ai voilà. fait mes recherches, monsieur. Non, mais c'est vrai que ouais, je me rappelais plus si c'était bien issu totalement du film, mais c'est relié au film, oui, forcément. Alors, c'est vrai que pour la deuxième partie, en fait, on va plus se concentrer aussi sur la carrière et son style de jeu à Romy Schneider, parce que c'est vrai qu'il faut quand même revenir à la base. C'est une actrice et une femme totalement moderne, en fait, dans sa façon de penser, dans tout ce qui s'en compte, en fait. Et c'est vrai que on le voit déjà par le biais des choix de ses rôles. C'est vrai qu'on en parlait tout au début de sa carrière. Donc c'était des rôles issus de Emma de film, c'était des personnages très lisses, des personnages très propres sur eux-mêmes. Et finalement, les rôles sont devenus plus complexes avec l'âge. Incarnant au départ de simples rôles de jeune héroïne allemande dans les films pastoraux et romantiques, comme on a pu le voir aussi avec Christine. Donc s'ensuit des rôles beaucoup plus sombres. Le véritable tournant, finalement, on le voit donc avec Le procès d'Orson Welles et La piscine de Jacques Deray. On est, dans ces deux films, on est très très loin de l'innocence que pouvait représenter Romy Schneider, en fait. Et finalement, c'est le début de ce qui va s'en suivre par la suite, et notamment avec sa rencontre avec Claude Sautet qui a totalement permis de montrer Romy Schneider sur un piédestal en tant que vraiment vrai visage de l'actrice française. Mais ce qui l'avait beaucoup choqué en tournant avec Orson Welles, c'est que Orson ne voulait pas qu'elle ait de maquillage pendant Ah oui. le tournage. Et ça l'avait Elle a particulièrement touché parce qu'en fait... Elle se reconnaissait pas à l'écran. Et elle a dit, tant mieux, enfin je vois quelque chose de beaucoup plus organique en C'est face ça. de moi, et voilà une vraie surface de travail.
Ça l'a beaucoup marqué pour le choix de ses prochains films, de se dire ouais, moi aussi je veux prendre des risques. Et du coup, effectivement, avec Sautet notamment, elle prendra de sacrés risques. Elle prendra de monumentaux. Puis ouais, non, c'était une actrice qui a déjà aussi. C'est très important parce qu'en fait, ses choix de rôle, c'est pas que des plans de carrière en fait. Parce qu'on va le voir finalement à travers toute sa filmographie, elle a commencé à jouer avec des réalisateurs qui sont certains plus jeunes qu'elle et d'autres en fait qui étaient juste à leur simple début de carrière, comme Alain Cavalier, comme j'en ai parlé auparavant, mais aussi par exemple Andrzej Zulewski. L'important c'est d'aimer, c'est un de ses premiers films et c'est quelque chose de très intéressant de voir que une actrice de la carrière de Romy Schneider se concentrait finalement pas uniquement avec des réalisateurs confirmés, mais également aussi avec des réalisateurs qui étaient en quête de on va dire de reconnaissance artistique. Elle avait envie de faire confiance à quelque chose de nouveau, clairement. Mais c'est là aussi pourquoi c'est aussi l'incarnation, on va dire, de la femme moderne et totalement libérée des années 70, c'est qu'elle choisit ses rôles en fait. Et c'est des rôles à la fois fragiles, à la fois séducteurs et même aussi à la fois fatals. C'est des personnages très indépendants qui troublent les hommes et aussi les femmes sur la volonté finalement d'accomplir leur propre destin. Et donc les envies et les désirs notamment, c'est notamment tous ces personnages dans les films de Claude Sautet, que ça soit des choses de la vie avec Hélène, que ça soit dans Max et les Ferrailleurs où elle joue le rôle d'une prostituée, ou encore César et Rosalie. Il y a à la Cinémathèque française, il y avait un document très intéressant écrit de la main de Romy Schneider qui disait pour son 5e et dernier film avec Sautet, une histoire simple. Une histoire simple. Moi, elle lui disait, moi, je suis pas très féministe, ça m'emmerde un peu tous ces combats, je suis pas dedans, alors que au final, elle était parfaitement inscrite dedans, mais elle disait, non, moi, tout ça, ça m'emmerde, mais j'aimerais bien que tu m'écrives. Je l'ai lu de sa main, c'est écrit, j'aimerais bien que tu me fasses un film de bonne femme. C'est un truc, voilà, où on serait pas des à côté des hommes, fais-moi un film où on est centré sur la femme. Et du coup, Claude Sautet et Jean-Loup Dabadi sont dit, bah oui, on va faire ça, puisque Romy le demande, on va le faire. Et ils se sont mis pendant 6 à 9 mois, ils sont enfermés, ils ont écrit une histoire simple qui, on en avait déjà parlé pour la spéciale Claude Sautet, mais qui est pour nous un des plus grands films de Romy, un des plus grands films de Claude Sautet, qui des plus grands films féministes qu'on ait pu voir. Et c'est là où effectivement elle a dit, mais moi je n'aime pas. Il y a un autre document où elle dit, moi je n'aime pas Bruno Kremer, ton jeune acteur. Là je ne l'aime pas, vraiment, je le sens pas, ça ira pas du tout. Mais tu vois, je suis pas rancunière parce que je vais le jouer à fond ce rôle. Et c'est vraiment génial de voir cette écriture de la main de Romy qui dit non, celui-là je le sens pas, mais toi je te fais confiance. De toute façon, on se connaît, du coup, tu sais très bien, je jouerai mon rôle à fond. Ouais, mais c'est ça. Mais je trouve que Sautet, ils ont fait 5 films ensemble et ça a fait un éventail presque effectivement de la femme, de ces possibilités, on va dire multiples, d'un rôle, de facettes. Et elle arrive, je trouve, avec une histoire simple. C'est formidable que ce soit le dernier parce qu'il est tellement complet. Ça parle de liberté, ça parle de choix, ça parle de plein de choses, de vie. Et c'est vrai que elle voulait pas s'arrêter là avec Claude Sautet parce qu'elle en voulait encore. Elle voulait être le centre d'attention. Effectivement, elle lui a demandé presque écris-moi un truc, écris-moi mon Vincent, François, Paul et les autres à moi, quoi. En gros, c'était ça. Mais du coup, je trouve que ça se termine avec une histoire simple. Où ça a terminé, ça a mu un peu. Ouais, je trouve qu'avec Sautet, ils s'admiraient mutuellement, mais voilà, ils ont trouvé une palette. Oui, et puis tellement belle de scénaristique, je sais pas comment résumer toute cette aventure. Mais c'est une symbiose aussi avec et puis surtout avec l'âge, en fait, elle était un peu débarrassée de sa panoplie de stars. En fait, elle était devenue totalement indépendante aussi de ça. Elle pouvait choisir en fait aussi ses rôles. Et c'est une actrice en fait naturel, une liberté. Voilà, et c'est une actrice en fait finalement que quand on le voit professionnellement parlant, en fait, il y a toujours un raccord aussi sur sa propre histoire. Et en fait, c'était une actrice qui était tout le temps remise en question, tout le temps. Donc, elle avait tout le temps ce choix aussi de repousser ses propres limites. Elle le disait elle-même lors d'une interview. En fait, en Allemagne, j'étais rayée. En France, je n'étais pas encore inscrite à ses débuts. Je n'existais pas comme actrice. J'étais comme la joyeuse compagne d'Alain Delon. Je n'étais pas grand. Et finalement, avec la rencontre de plusieurs réalisateurs qui ont été des éléments clés pour le reste de sa carrière, en fait, ça a permis de montrer la vraie Romy Schneider, l'actrice, la vraie bosseuse, en fait.
Ouais, c'est ça, et je sais pas, on peut pas connaître les gens, mais je sais pas si elle s'est trouvée par ses rôles, mais en tout cas, effectivement, comme tu dis, Roland, il y a un truc dans une piste d'analyse de son jeu. C'est vrai qu'on est obligé de se pencher sur la question du personnel, parce qu'elle, ça s'est entremêlé. Elle a fait aussi des choix où elle a dit à Sauté, par exemple, écris-moi un film, mais il y a des choses, voilà, des résonances avec l'Allemagne, ses choix de vengeance, on va dire, Delon, Lamu, pas mal de choses dont elle voulait s'extraire. Et puis oui, c'est vrai, arriver à ce portrait de femme dans une histoire simple. Enfin, ouais, il y a des trucs qui s'entremêlent et en même temps, je pense que c'est une vraie actrice. Elle a proposé des choses, effectivement, enlever le maquillage, enfin. Je sais pas, il y a une vraie recherche d'acting, en même temps une sensibilité qu'elle a, elle, sur des failles qu'on connaît, qu'elle sait. C'est une espèce de masochisme assumé, de se dire, moi je vais prendre... Je vais prendre que des risques. Je vais bosser avec Clouzot, je vais bosser avec Zulewski, donc forcément, t'es masochiste à un moment donné. Elle se dit, d'accord, je suis une bonne actrice, une grande actrice, tout le monde le dit, apparemment ça doit être vrai, mais moi j'ai envie, je me remets tout le temps en question. C'est quelqu'un qui sentait pas en sécurité constamment. Elle était tout le temps avait exigeante. besoin de se sentir au bord du ravin constamment pour se sentir vivre. Elle était exigeante envers elle-même. Et c'est surtout, en fait, c'est la vision des autres. On la voyait comme studieuse, extrêmement patiente. On a pu le voir, c'était la dernière à suivre Clouzot pour l'enfer. Effectivement, quand on voit les images qui restent de l'enfer, on la voit attachée sur des rails nus, alors que le train, ça a été tourné à l'inverse, c'est le train qui recule, ils ont passé l'image à l'inverse pour faire croire que le train arrive sur elle, mais faut quand même, en 1966, accepter de se dire, on va m'attacher nu sur des rails à côté d'un train en fonctionnement, quoi. Moi, je l'aurais pas fait, par exemple. Non, mais c'est ça, il y a une idée de, tu dis maso, moi j'ai mis schizo dans mes notes parce que, mais c'est chercher une figure, je pense que c'est quelqu'un déjà qui part avec une mère, un passif très dur et tout, une vie, ce qui sera pas simple, mais du coup, ce truc déjà, elle prend le nom de sa mère, on n'est pas là pour analyser, mais elle part déjà d'une maman qui est actrice, de Sissi un rôle qui la colle, comment tu fais, quoi, voilà, après pour se construire elle-même, jamais satisfaite, il y a pas mal, moi j'ai lu pas mal de trucs sur les tournages où elle restait dans sa caravane, elle voulait pas sortir. Les derniers, c'est Claire Denis qui était assistante réelle à ce moment-là, qui l'a beaucoup aidée, beaucoup soutenue et tout ça. Elle voulait pas, il fallait de la patience et tout, alors que quand même, elle arrive à un moment de sa carrière vers la fin où elle avait fait des choses, voilà, elle s'est jouée, mais c'est vrai que totalement, je crois, elle choisissait beaucoup de choses et en même temps pas sûre d'elle-même. Et c'est aussi forcément relié par rapport au drame qu'elle a connu dans sa vie, parce que finalement c'est autant une actrice dévouée pour ses rôles, mais en fait on peut remarquer que il y avait toujours quelques implications personnelles qui implantaient des éléments de sa propre vie finalement, des choses qui finalement ont, je pense, rongé peu à peu sa vie et ses relations avec les réalisateurs qu'elle a connus, que ça soit notamment par exemple avec Jacques Doré, que ça soit aussi avec Claude Sautet. Il y avait toujours quelque chose comme une espèce d'exorcisme en fait dans ses rôles. Mais elle avait, faut quand même le dire, elle avait un rapport un peu particulier avec le vin. Avec l'alcool, avec les médicaments, et on sent que elle a connu des drames. Bon, on va pas s'étendre sur le fait que son enfant soit décédé dans des circonstances particulièrement tragiques, mais clairement elle avait envie de se défoncer, quoi. Enfin, et dans ses rôles et dans sa vie personnelle à côté aussi, elle avait besoin de ça. C'est quelqu'un qui était vraiment au bord du gouffre constamment. Ouais, c'est ça. Puis côté un peu passionnel, et c'est bête, mais l'espace du tournage, bon voilà, j'ai eu pas mal d'histoires avec aussi des gens sur les tournages et tout. C'est pas anodin, je trouve, parce que voilà, un côté un peu, je veux vivre à fond, et qui se mêle aussi à ses personnages. Elle est pas ses personnages, mais à quel point ça infuse. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui se sont jouées dans sa vie et du coup sur les tournages. Et puis être actrice, tu mets en lumière, voilà, des visages, des figures. Donc quant à la vie qu'elle a eue, effectivement. Elle a connu des choses. Voilà. Exactement, mais c'est vrai que oui, on retiendra toujours surtout forcément ses rôles, parce que finalement, quand on passe toujours derrière la caméra, il y a une certaine immortalité qui reste à l'image. Donc c'est vrai espère. On espère. Ça fait que 40 ans, mais on espère. Non, mais c'est vrai que on le voit finalement à travers ces choix de rôle, en fait, qu'il y avait toujours quelque chose de très important, en fait, relié envers elle, en fait. Il y a autant une application personnelle que professionnelle, en fait. Chaque rôle doit avoir une portée qui peut être considérée comme quasiment politique. Que ce soit pour porter quelque chose de très progressiste, pour porter quelque chose d'historique, pour porter un nouveau personnage de femme,
il existe quasiment pas un seul rôle un peu lambda qui est fait Romy Schneider, en tout cas dans les années 70, où elle avait la maîtrise parfaite de sa carrière. Toujours quelque chose de très particulier dans chacun de ses rôles. Et elle à chaque fois, je crois que c'était pour le Max et les Ferrailleurs, où elle avait vu le scénario de Sautet, elle a dit oui, c'est bien, mais je pense que moi je veux ce rôle de personnage, il faut que tu le développes. Et je crois que c'est pour Max et les Ferrailleurs que justement le personnage de Romy Schneider n'était pas du tout important au début. Oui. Et c'est lui, il lui a dit d'accord, je vais te développer ce rôle pour toi. Et au final, le film est quasiment fait pour elle. Oui, Et... c'est tellement un écho au personnage de Piccoli qui est là, qui attend, et elle lui fonce dedans. Ouais, voilà, c'est pas une prostituée effectivement lambda qui est là, elle va impulser quelque chose, et puis ça parle. Claude Sautet parle de la vie et voilà, du temps qui passe, machin, dans tous ses films, comme on l'a dit. Et c'est vrai que son personnage est tellement. Ça s'appelle Max et les Ferrailleurs, mais c'est vrai que. Et la ferrailleuse aussi, voilà, c'est presque la plus importante, parce qu'on se rend compte que quand elle discutait des scénarios, parce qu'évidemment tous les réalisateurs et tous les auteurs avaient plusieurs scénarios en même temps, ça se discutait comme tous les acteurs, enfin c'est la grande famille entre guillemets du cinéma français, tout le monde était un petit peu au courant de ce qui se passait, et du coup Romy savait ce qu'allait faire Sautet, elle lui disait moi ça c'est un projet qui me plaît, fais quelque chose pour moi, trouve-moi un rôle là-dedans, et souvent ça se faisait. J'ai écrit quelque chose, bon, on va prendre une autre direction parce que on peut avoir telle actrice, tel acteur, et c'est vrai que Romy Schneider, ça, je pense qu'elle allait pêcher les bons rôles, elle avait un vrai génie pour choisir un rôle. Et puis c'est des rôles qui l'ont marqué psychologiquement, comme L'important c'est d'aimer, elle est quand même partie dans une grave dépression après la sortie de ce film. Après, il y a toujours des éléments qui sont reliés à sa vie parce que et qui pourrait même faire écho en fait à ce qui s'est passé après, parce que quand on voit la relation qu'elle a avec le photographe dans ce film, on pense forcément à la relation houleuse qu'elle avait avec les paparazzis à l'époque, et même ce qu'elle a encore vécu après, notamment avec la mort de son fils. Donc c'est vrai que c'est toujours quelque chose de très fort et très très dur en fait, de très dramatique. C'est une vie entourée de tragédies, mais une vie entourée aussi de rôles magnifiques en fait. C'est tout le contraste de Romy Schneider en fait, tout simplement. Le rôle de sa vie était magnifique. Oh là là. Oui, mais en vrai c'est ça. Hein. C'est vrai que c'est l'ombre et puis la lumière. Voilà, c'est un peu nul de le dire comme ça, mais oui. Et puis tout s'est joué cette lumière et cette ombre est à l'écran quoi, dans ses rôles donc. Exactement. Et pour le coup, donc après toute cette discussion merveilleuse sur Romy Schneider, donc un morceau issu du film Le Vieux Fusil, un morceau de François de Roubaix. Et voilà, donc c'était un morceau issu du film Le Vieux Fusil. Alors pour terminer l'émission sur Romy Schneider, donc ce sera un petit tour de table. Et donc, quel est le rôle le plus important selon vous de Romy Schneider, ou qui vous a le plus marqué? On commence par qui? Antoine. Allez, c'est moi. T'étais chaud dès le départ, donc. J'étais chaud. Moi, je vais prendre un rôle un peu particulier qui est le rôle de Sissi, mais le rôle de Sissi de Visconti. Ah, ok, oui. Parce que oui. Ce qui est, et je pense que ça peut être très intéressant pour parler justement de sa carrière. C'est que, bon, tout le monde le sait, elle a joué Sissi dans les petits Imad films où c'est des films un peu mièvres, à l'eau de rose. Mais elle rencontre Visconti en 1960 à Paris, avec qui elle fait une pièce de théâtre apparemment assez bouleversante, qui a eu beaucoup de succès. Et que Visconti la remercie en lui offrant une bague en bois avec 2 diamants et un saphir qu'elle a gardé toute sa vie. Absolument. Et elle a toujours considéré, je l'ai appris dans la magnifique exposition de Romy Schneider à la Cinémathèque, que pour elle, Visconti était un de ses plus grands amis, un de ses plus grands maîtres et celui qui a le plus changé complètement sa carrière. Et justement, en 1969, Visconti veut faire un film sur Louis II de Bavière. Et Louis II de Bavière avait une jeune cousine avec qui il a pas mal flirté, qui était la future Sissi, qui est devenue impératrice d'Autriche-Hongrie. Et du coup, pour ce rôle, il reprend Romy Schneider, qui donc rejoue ce même rôle, ce même personnage à presque 15 ans d'écart, 10 ans d'écart avec son dernier tournage. Et tout d'un coup, il y a une ampleur dans ce personnage, dans cette figure qui est radicalement différente, dans la façon de filmer les yeux, de laisser la couleur beaucoup plus sombre, beaucoup plus travaillée de Visconti. On sent que Sissi est passée de petite midinette, blondinette à une véritable majesté en une dizaine d'années.
Et on comprend que là, Romy Schneider est en pleine possession de ses moyens, qu'elle a une stature grandiose, complète, qui a une véritable subtilité de jeu, et voir comment une même actrice est capable d'incarner de deux manières complètement différentes le même rôle historique, on se rend compte qu'effectivement elle a passé un palier, elle a une maîtrise de son corps et de sa parole qui est incroyable, absolument incroyable. Une vraie construction, un vrai chemin quoi d'actrice. Ça, ce cheminement pendant ces 10 ans est radical, parce elle est passée un petit peu en Italie, elle est passée en France, elle est passée un peu aux États-Unis, elle a fait du théâtre. C'était le moment où elle s'était mariée, elle a eu un enfant. On sent qu'effectivement il y a quelque chose qui a changé. Alors il y a quand même beaucoup d'acteurs ou d'actrices, on peut voir qu'en 10 ans ils évoluent pas beaucoup, qui ne changent pas vraiment. En tout cas, ouais. Là, la transformation est totale. Donc voilà, c'est ce petit rôle mythique de Sissi que j'ai voulu mettre en avant. J'aime bien amené. Bien vu, Antoine. Charlotte. Oui, alors moi je vais tricher un peu comme d'hab. Mais c'est dur pour Romy, et en vrai moi je crois que je l'ai aimé jeune, je l'aimais déjà, et j'avais pas vu beaucoup de trucs quand t'es au lycée, et même en option ciné, il a pas encore vu les Claude Sautet et tout. Et c'est quelqu'un qui est tellement une figure comme ça, je crois qu'on l'aime avant de voir ses films. C'était un peu ça. Moi, je prendrais la Romy de Claude Sautet. On parlait je disais l'éventail juste avant, là, mais je prendrais tous ces 5 films. Et je crois qu'il y a un vrai chemin aussi. Il y a pas de résumé à faire, mais elle a commencé avec Les choses de la vie, qui est juste... Ah là là. Voilà, sublime, où son personnage coupe la route à Michel Piccoli, si on pourrait dire comme ça. Sans mauvais jeu de mots. Ouais, mais je crois qu'il faut le dire. Et puis une route que Sautet va continuer d'utiliser dans tous ses films. Et puis cette scène de banquet sublime entre la vie et la mort. Enfin, je trouve c'est formidable à remettre dans l'intégralité de sa filmo à elle. Je sais pas, on évoquait Max et les Ferrailleurs, je vois cette scène où elle pose pour Piccoli avec son chapeau. C'est tout un truc comme ça où est Romy dans le cadre, enfin je sais pas, mais comment l'imaginer, comment la penser, comment Claude Sautet aussi au début il la connaissait pas avant Les choses de la vie, voilà, comment il l'a construite aussi, quel personnage il en a fait dans César et Rosalie. Bon, elle est dans le titre, mais voilà, c'est aussi l'histoire d'un trio. C'est encore des routes qui se défont. Comme tu disais sur Max et les Ferrailleurs, en fait, c'est un personnage qui à la base devrait être mineur et en fait a une importance capitale. C'est comme cette fameuse scène de fin où donc après le braquage et l'arrestation et la mort des ferrailleurs, je vais dire ça en gros guillemets, il y a donc Piccoli qui se rend compte que Romy est pas très loin, et en fait donc les policiers vont la laisser dans la petite brasserie juste en face, et lui il va la rejoindre. Il y a toute une construction en fait qui est extrêmement importante en fait dans ce film là quoi. Ouais, mais c'est ça, mais même il y a des recherches, on va la retrouver même dans Mado. Elle a un tout petit rôle, presque hors narration. Tout le film, c'est une route gadouilleuse, là. Et Romy, je crois qu'elle est dans son lit un peu malade et tout. Et Piccoli va la chercher. Enfin, donc, il y a un truc de bord de route. Elle est toujours un peu là. Donc voilà, je disais César et Rosalie, ou ce truc fou. Enfin, ce film assez fou, quoi. Qui est même ce qui est même sans fin. Parce qu'à la fin, le trio se reforme, mais pas totalement. Enfin, je trouve qu'elle a une ampleur folle chez lui, et puis bien sûr une histoire simple qui ouvre à tellement de lumière, et je crois qu'elle voulait elle voulait pas s'arrêter là, elle voulait jouer dans Un mauvais fils avec Patrick Devers, et Brigitte Fossé qui a été choisie, elle avait pas été contente. Oui, parce qu'en fait Sautet lui a dit le rôle ne tirait pas au justice. Enfin, et je pense qu'il avait pas tort, mais elle avait été un peu vexée, quoi, parce qu'elle aurait voulu. Elle a été vexée. Non, je pense que Sautet avait dû comprendre qu'elle n'était pas forcément dans de très bonnes conditions psychologiques et physiques pour tenir le rôle. Comme on en a parlé juste avant, c'est Romy Schneider, c'était une éponge aussi, donc en fait tout ce qui
tout ce qui apparaissait en termes de jeu devait être multiplié par 10 sur l'aspect physique et psychologique aussi. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est ça. Mais bon, voilà, il y a une histoire de continuer sa collaboration avec Sautet qui était pas rien. Je la comprends, quoi. Mais voilà. Donc non, je garderai la Romy de ces films-là qui je trouve qu'arrive à une éclosion, un truc assumé, c'est pas le mot, un truc d'incarnation complet un peu. Un truc un peu complet qu'elle parvient à faire dans ses films, je trouve. C'est avec Claude Sautet, elle donne quand même un des visages les plus significatifs des années 70 et de loin, quoi. Ça me paraît assez indéniable. Et vous, monsieur? J'ai cru que t'allais... Non, écoute, moi, je vais faire la sélection la plus simple. Romy Schneider, X, polonais violent, donc alias Andrzej Zulewski. Quel résumé bizarre. Il était surnommé le polonais violent. C'est pas pour rien, car c'est un homme qui essorait ses acteurs comme pas permis. Et bien évidemment... N'est-ce pas Isabelle, Johnny? Coucou Possession. Si vous avez vu Possession, vous comprenez pourquoi. Non, c'est vrai que on le voit déjà à ses débuts en fait finalement, parce que c'était les débuts, on va dire quasiment de sa carrière de réalisateur. Et c'est vrai que Romy Schneider a pour moi, à mon sens, l'un de ses rôles les plus beaux et l'un des plus aussi tragiques et l'un des plus durs qu'elle a dû, je pense, connaître, enfin en tout cas psychologiquement qu'elle a dû connaître dans sa vie, parce qu'en fait finalement l'histoire c'est quoi? C'est l'histoire d'un photographe qui va rencontrer une actrice de seconde zone qui, pour subsister, va tourner des films pornographiques. Elle qui, sans connaître un petit peu un béguin pour ce personnage-là, même si en fait elle est toujours attachée à son mari, qu'elle apprécie, qu'elle adore, qui est campé par Jacques Dutronc. Et donc en fait, afin d'aider la jeune femme, donc Servet, donc le photographe, va essayer de commanditer une espèce de pièce dans laquelle il va lui faire secrètement donner le rôle principal. Et là s'ensuit donc la suite de personnages secondaires très zulewskiens, on va dire ça comme ça, notamment avec Klaus Kinski dans le rôle de Klaus Kinski. Je pense que il y a pas d'autre sens. Parce qu'il a joué d'autres rôles dans sa vie que lui-même. Je sais pas. Il sortait de Fitzcarraldo, donc voilà. Je sais pas quoi dire d'autre de plus. Tu vois, il y a des enchaînements. Il y a des enchaînements dans ces films. Tu vois, tu te dis c'est très bien. Et c'est vrai que donc je trouve que elle a un rôle absolument tellement tragique mais tellement beau et tellement fort, et j'ai pu faire quelques recherches à travers ce film, et Zulewski n'en démord toujours pas d'avoir dénaturé son propre film. Pourquoi? C'est une situation donc dans le dossier de presse du film à sa ressortie en 2012. Il a dit donc: le distributeur de l'époque demanda à couper une partie de la scène du suicide de Jacques Dutronc, chose que je ne pouvais comprendre, mais il commit un crime en coupant une des plus belles scènes de Romy, et c'est pour cela que la fin du film me paraîtra toujours abrupte. Après la mort de son mari, en fait, elle va voir les parents de Jacques, des gens extrêmement modestes qui vivent en banlieue. Elle essaye de s'expliquer, de s'excuser. Il la rejette complètement. Quand elle sort du petit pavillon de banlieue, le frère de Jacques, un peu demeuré, lui lance une pierre dans la nuque. Elle se touche le cou, les mains rouges, elle s'éloigne sans rien dire vers le train. C'est une scène qu'elle joua de manière si touchante que même aujourd'hui j'en suis bouleversé. Le distributeur coupa, donc demanda à exciser cette scène. Je passais une des nuits les plus tristes de ma vie. Devrais-je l'envoyer valser ou accepter qu'on m'ampute d'un doigt? Finalement, considérant mon expérience du communisme ou des amis metteurs en scène ayant été jetés dans des hôpitaux psychiatriques pour en sortir légumes, je me dis qu'amputer ce film d'un doigt, en fait, me paraissait intéressant plutôt qu'un sacrifice auquel je ne pouvais consentir. Donc voilà, à base de bonne ambiance. Oui. Mais grande c'est comédie. vrai que c'est quelque chose de très... Je parlais donc que Romy Schneider était comme une espèce d'éponge, mais aussi je trouve que c'était quelque chose de très viscéral en fait. Il y avait quelque chose de très fort en fait envers elle, parce que dans ce film, il y a une scène qui est absolument dure, et c'est le début du film. C'est donc on la voit se faire malmener, maltraiter, limite par on va dire à l'oral, par la réalisatrice auquel elle joue, et il y a ce fameux regard en fait où ce photographe ne me photographiait pas, et en fait elle est en pleurs totales. Regard caméra. Et oui, c'est un regard caméra absolument dur, absolument tendu. Et finalement, c'est ce qui va aussi représenter, je pense, une bonne partie de la filmographie de Zulewski par ailleurs. On retient beaucoup cette scène. Je crois qu'elle est même ressortie hors film et tout ça.
Totalement. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que c'est quand même une des carrières et une des actrices les plus importantes de sa génération. Oui, ça je crois. Puis pardon, je te coupe. Oh, vas-y. Non, je trouve t'as dit intemporel tout à l'heure et je crois que c'est pas rien que la Cinémathèque là lui offre une expo. Il y a peut-être des choses. Elle est un peu patrimoine, Romy, mais je trouve qu'elle est tellement. Mais Romy, elle est tellement encore. Dans le temps d'aujourd'hui, quoi. Et juste, moi, je voulais juste dire qu'il y avait un livre qui sortait, là, qui s'appelait Romy Schneider, les actrices se brisent si facilement, aux éditions Capricci, qui est une super édition de livre, voilà. Qui est une excellente. Il vient de sortir, moi, je l'ai pas encore lu. Qui est d'excellents éditeurs Capricci, qui ont notamment l'habitude de refaire les ressorties, de pas mal de bouquins de cinéma. Mais non, moi, pour terminer sur Romy Schneider, moi, clairement, ce que j'aime, c'est qu'elle, si elle peut pas mettre toute sa passion dans un film, elle ne fait pas le film. Et du coup, à chaque fois, il en ressort qu'elle a une des plus belles filmographies d'actrices qu'on peut voir de l'histoire du cinéma. Si on prend un top 5 des meilleures actrices françaises, Romy est très souvent la première. Enfin, il a fallu attendre qu'une petite Allemande vienne en France pour montrer à quel point ce qu'une actrice française peut faire de mieux, quoi. Moi, elle est dans mon top 5, t'as raison de dire, mais elle est pas loin. Elle est pas loin du tout. Et c'est quand même une actrice dont la passion a totalement bouleversé l'histoire du cinéma, au moins français et peut-être aussi mondial. C'est chapeau madame. Et c'est un beau mot pour elle, passion. Je crois qu'on peut terminer comme ça. Exactement, oui. Elle a vécu avec envie et passion et c'est ce qui la représente parfaitement bien, quoi. Et c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'est vrai qu'elle a terminé donc sa carrière avec un film qui a été sorti, je crois, peu de temps avant ou après sa mort, La Passion du Sans Souci. C'est son dernier, hein. Qui est son dernier, oui. Qui est un film assez bouleversant, notamment cette scène de dîner avec le petit enfant qu'elle a et qui fait forcément écho aussi sur sa vie. Comme quasiment tout, en fait. C'est ça qui est absolument incroyable dans sa carrière, en fait, dans ce qu'elle a vécu et professionnellement parlant. Voilà, tout ça. Mais pour le coup, ouais, franchement, on vous conseille d'aller voir l'exposition Romy Schneider. Si vous êtes à Paris, allez faire un tour à la Cinémathèque. Il y a beaucoup aussi de bels objets, de cinéma, de décors enfin pas de décors, mais de costumes aussi. Il y a des costumes, il y a des images, par exemple, comment on appelle ça, des panneaux de travail où on voit absolument tout le film, des lettres, des scénarios de l'époque à noter, qu'est-ce que Romy voulait, ne voulait pas, beaucoup de photos. On peut y passer facilement 2 heures. C'est un vrai plaisir. Qui aime Romy, c'est un peu un incontournable. Et puis il y a pas mal de ces films sur Netflix là. Exactement aussi, ouais. En partenariat avec la Cinémathèque. Pour le coup, on se quitte donc avec un morceau de Georges Delerue issu du film L'important c'est d'aimer. Et merci Antoine, merci Charlotte. Et on revient donc pas la semaine prochaine parce que quand on l'enregistre, ce sera le lundi de Pâques, donc on reviendra la semaine d'après. Bonne soirée tout le monde. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org